Très bien, donc pour la première table ronde sur la problématique position du maître d'ouvrage gestionnaire patrimoine, donc je vais demander de venir à l'estrade Philippe Potard, directeur adjoint production et développement d'Habitat 76, Mathieu Ferrua, Big Manager chez Synthétique XD, et Vincent Baruet, gérant de la société d'ingénierie numérique Fundation. Très bien, donc Philippe Potard, vous vous occupez de patrimoine au sein d'Habitat 76, le premier organisme de gestion d'habitat social de Normandie. Vous êtes un pionnier. Dès 2012, vous avez commencé à poser la maquette numérique pour des opérations de conception-réalisation pour améliorer la qualité des projets. Je crois que vous avez dépensé près de 2 millions d'euros déjà dans la numérisation du patrimoine. Vous avez lancé une opération expérimentale, rue du lieu de santé. Voilà, donc tout à l'heure vous me disiez le BIM exploitation c'est vraiment différent du BIM construction. C'est deux mondes différents, donc je vous laisse développer. Bonjour à tous. Effectivement, dès 2009, Habitat 76 s'est vraiment posé la question de savoir s'il pouvait continuer ainsi à gérer un patrimoine de 28 000 logements avec des données éparpillées, avec de la perte, je dirais, de la perte en ligne à tout niveau, au niveau je dirais, processus technique, que ce soit de commande, de diagnostic, avec un accès aux données complètement hétérogène, avec aussi la problématique des données qui se renvolent avec les départs en retraite et la prégnance, je dirais, de tout ce qui est aspect pénal pour un dirigeant d'office par rapport à des données qu'il doit absolument connaître, comme l'amiante, et j'en passe. Donc dès 2009, Habitat 76 a décidé de se doter d'un ICTP. Donc en 2011, il a parmi plusieurs produits, il a choisi Habila, et il a choisi donc de numériser son patrimoine. Donc c'est 28 000 logements, travail qui est aujourd'hui accompli. Donc dès 2016, donc, Habitat 76 va pouvoir donc progressivement déployer donc, ce logiciel au niveau de ce qu'on appelle le personnel de proximité et pouvoir enfin tirer les premiers bénéfices du système. Alors, Habila, je pense que certains d'entre vous connaissent, c'est un logiciel de gestion technique dédié aux bailleurs sociaux, mais pas que, mais principalement aux bailleurs sociaux, d'une grande facilité d'accès. C'est un modèle compatible IFC, mais par contre, il ne développe qu'un modèle 2D graphique, mais surtout un modèle qui structure des données de façon rationnelle, avec une part graphique qui n'est pas, je dirais, la préoccupation première. C'est vraiment la donnée qui est importante. Sur Habila, on greffe donc ce qu'on appelle nous l'intranet, c'est-à-dire la possibilité de passer des commandes de produits pour remplacer, dans le cadre de gestion quotidienne, de remplacement d'équipements. Alors les équipements qui ont été donc implémentés dans Habila, je dirais, c'est les 20% qui pèsent 80% en plan stratégique du patrimoine, donc c'est les principaux, c'est les fenêtres, c'est les revêtements de sol, c'est les chaudières, c'est voilà, tout ce qui coûte cher et qui doit être suivi au niveau plan de patrimoine. Et aujourd'hui, donc, la question, c'est, alors que l'Office a lancé une grosse vague de CPE, donc contrat de performance énergétique, donc à l'échelle de 12 000 logements. D'ailleurs, au passage, le fait d'avoir numérisé son patrimoine et de pouvoir donc exporter en IFC les plans correspondant à ces 12 000 logements, lui a fait gagner éviter de dépenser 300 000 euros. Donc, vous voyez, par rapport à une dépense de numération de 9 000, on a déjà un tiers de récupérer. Donc je reviens au CPE, donc une fois les travaux réalisés d'amélioration énergétique, donc 12 000 logements, dont 5 000 vont faire l'objet de travaux d'amélioration énergétique, il va falloir donc réimporter donc, dans Habila les données
et quelles données on va réimporter, hein, c'est là toute la question. Sachant que, comme le disait Bertrand Delcambre, bientôt, il va y avoir le carnet numérique d'entretien du bâtiment qu'il va falloir mettre en place et suivre. Autrement dit, un technicien qui devra remplacer un composant devra savoir ce qu'il remplace et surtout s'assurer que l'information est bien rentrée de façon à avoir une performance pérenne dans le temps. Voilà, donc là c'est toute la problématique. Savoir qu'est-ce qu'on rentre comme paramètres. Alors on pense à la thermique, on pense à l'acoustique, on pense à la sécurité incendie. Donc tout ça c'est un travail qui est devant nous. Pour l'instant les données qui sont rentrées c'est des données basiques, hein. Fenêtre PVC de temps par temps. Voilà, c'est à peu de choses près ce qu'on a rentré. Mais chaque jour suffit sa peine. Je vais parler un peu du neuf. Donc effectivement le neuf, dès 2012 on a lancé une opération donc, qui est revue de santé à Rouen, qui a fait l'objet qui a bénéficié d'un BIM d'or d'argent, comment dirais-je, pour laquelle on a souhaité donc porter le processus BIM très loin, à partir d'un cahier des charges assez light au départ. Une deuxième opération a été lancée 3 mois après, qui est à peu près de la même envergure, donc qui est située à 50 logements. Donc là, pareil, on a sur la base d'une collaboration avec le groupement, poussé le BIM, je dirais, au maximum. Et quand on dit au maximum, c'est y compris je dirais, l'implémentation de produits industriels. Donc on a pour ça approché d'AdBIM, hein, pour pouvoir effectivement rentrer les données. Alors nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est pas des beaux dessins, hein, c'est effectivement des caractéristiques de produits, des références de produits, hein, voilà, pour pas alourdir la maquette. Donc le premier des 2 chantiers est réceptionné en mars, c'est un chantier qui se déroule parfaitement. Je touche du bois, mais pour l'instant c'est vraiment, on voit vraiment l'effet du BIM, hein, on n'a pas de clash au chantier. Alors c'est vrai que le BIM n'imprègne pas encore, je dirais, les équipes chantier, mais rien qu'une conception, je dirais, BIM se ressent par effectivement l'absence de conflit et de, comme je disais, de clash. La deuxième opération est sur le même rythme, hein, on n'a absolument aucun problème je dirais, de bug technique. Voilà, donc ce que je peux dire sur l'expérience d'Habitat 76. Oui. Quels sont les objectifs pour ces opérations expérimentales au niveau donc des produits, des objets? Alors, les objectifs, c'est de rentrer un maximum je dirais, de données, de caractéristiques de produits via d'AdBIM, puisque pour l'instant il n'y a que d'AdBIM, mais il pourrait y avoir d'autres sources, d'autres vecteurs, je dirais, d'information. Les données qui n'auront pas été rentrées, les produits qui n'auront pas été rentrés feront l'objet de liens PDF, puisque pour l'instant on n'a que ça. Donc on est en train de travailler avec les entreprises sur les modèles, le modèle du DOE. Alors dans ce DOE, un certain nombre d'IFC sont, je dirais, renseignés avec des codes bibliothèques Habila, donc selon une certaine arborescence, hein, de façon à pouvoir être exporté le moment venu ou importé dans Habila, hein, pour voilà, faire en sorte que le DOE soit utile. Voilà. Vous faites ça en relation, je crois, avec la société Sogea. Comment vous positionnez Sogea pour la rue du lieu de santé et Bouygues pour eux. D'accord. Rodjalo. Et comment vous vous positionnez dans ce projet par rapport à eux? On a compris que le maître d'ouvrage pouvait pas devait être proactif, hein, dans ce genre de démarche. C'est capital de dire ce qu'on veut, quoi. Et là, les premières opérations, on est parti sur un cahier des charges assez light, pour pas dire plus, parce qu'on avait que 2 pages en fait, hein. C'était vraiment la base, et c'est sur la base de la bonne volonté en fait, de l'équipe concepteur-constructeur que la démarche a été poussée. Donc
au maximum. D'accord. Pour qu'on comprenne... Donc, ce que je peux dire aussi, c'est que le BIM nous permet aussi, en tant que bailleur, de bénéficier je dirais, au niveau communication, d'autres produits comme des visites virtuelles de logement. Hein, donc c'est des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ. D'accord. Pour qu'on comprenne bien l'objectif final dans, je sais pas, 2, 3, 4, 5 ans, vous pourriez nous décrire comment vous fonctionnerez quand tout sera en place? Concernant la construction neuve, donc Habitation 16 a décidé de généraliser donc, le BIM, l'ensemble de ses projets en conception-réalisation, parce que pour l'instant, on y voit, moi personnellement, j'y vois pas trop clair en dehors de la conception-réalisation. Et comme on a quand même opté en majorité pour ce type de contractualisation, c'est bien pratique. Donc l'ensemble des projets, je dirais, au-delà de 20 logements sera BIMé. Là, on a lancé une deuxième série d'opérations, donc avec un cahier des charges, pour le coup, un peu plus étoffé, puisqu'il fait une cinquantaine de pages. Cahier des charges qui décrit les arborescences, qui décrit les objets qu'on va voir apparaître aux différentes phases, le mode de contrôle qu'on applique, donc avec SolidWorks Checker, et tout le processus donc, des DOE et puis DEO, donc ce qu'on appelle le dossier d'exploitation des ouvrages, qui est en fait la partie du DOE avec les objets typés Habila, donc qui seront directement importés dans le logiciel de gestion. Concernant Habila, c'est un outil qui a vocation à se densifier donc, au fil de l'eau. Donc on va y rentrer. Donc bien sûr, il est couplé avec notre ERP qui est UIS. Et au fil des mois, on va le densifier en y entrant des données, je dirais, indispensables, donc l'amiante, les données thermiques, et on attend donc de voir ce que va donner le cahier numérique d'entretien des logements. Très bien, très bien. S'il y a des questions, donc à la fin de la première table ronde, pendant une dizaine de minutes, il y aura possibilité de poser des questions. Vincent Baruet, vous dirigez une société qui manage le BIM du stade de la conception à celui de l'exploitation des bâtiments, avec des belles références, la Fondation Lumat, sièges sociaux, Vinci Construction Matmut, Université de la Citadelle d'Amiens, Tour Elitis, hôpital à Dubaï, etc. Donc vous parlez de la problématique quantité, coût, qualité, valeur, et vous avez des idées bien précises. Oui, merci d'abord pour cette invitation à cette conférence. Effectivement, c'est une problématique qu'on rencontre nous au jour le jour, qui est que on est face à des flux d'informations de plus en plus importants et qu'il faut les canaliser. Alors, le BIM, c'est quoi? C'est garantir un continuum c'est un continuum numérique entre des hommes, entre des logiciels, entre des échelles bâties et des phases. Et j'avais beaucoup aimé ce qu'un journaliste avait écrit dernièrement, à savoir que la data, c'est le nouveau fluide du bâtiment. Et pour vous parler ce matin, je m'étais dit que, pour Monsieur Delcamp, vous aviez utilisé l'image de la route, moi je voulais utiliser l'image du fleuve. Parce que le fleuve, c'est un fleuve de données auquel on est confronté. Il a une largeur et il a une vitesse de flux qui va s'accentuer considérablement, notamment quand la maquette va se coupler à des capteurs, ce qui va créer toute une industrie qui est derrière. Donc ce fleuve de données auquel on est confronté, il est, je dirais, alimenté par 7 à 8 affluents qui correspondent aux typologies d'informations, aux typologies de données immobilières qu'on implante à l'intérieur, de plus en plus. Effectivement, le premier affluent, celui qui est le plus conséquent, c'est ce que vous disiez juste à l'instant, c'est-à-dire celui qui occupe pratiquement 80% des masses d'informations, c'est ces données structurées produits, dont on rêverait de pouvoir profiter dans un proche moyen terme, de manière à gagner du temps dans l'implémentation des informations des autres catégories. Ce qui est important quand on est face à justement ce fleuve, c'est que en aval vous avez ces affluents de typologie immobilière, et en amont vous avez cette fois-ci, et là je vais devoir faire des généralités, je suis désolé, mais des facilities, des property et des asset managers
qui ont chacun besoin de flécher des informations avec une granulométrie différente. Et sur le bord de ce fleuve, vous avez des sociétés comme celle de Mathieu ou la mienne, qui sont des gens qui sont là pour canaliser cette information et faire en sorte qu'elle profite au maximum à chacun. Il faut donc identifier, je dirais assez rapidement dans les projets, que ce soit d'ailleurs sur des bâtiments existants ou des bâtiments en projet, quels sont les flux d'informations qui vont être vraiment utilisés. Effectivement, en Facility, les flux d'utilisation des informations de données produits structurées ne sont pas utilisés de façon extrêmement fréquente. On ne va pas chercher non plus tous les 4 matins quelle est la nature d'une porte. En revanche, côté property, lorsque les informations sont géoréférencées dans les volumes des pièces, là, par contre, on est face bien sûr à des données objets qui les intéressent, mais je vais y revenir juste après, mais surtout à d'autres types de typologies d'informations. Donc sur le côté de ce fleuve, encore désolé pour cette métaphore, mais pour moi c'est celle qui est la plus juste. Quand il y a actuellement justement l'ensemble de ces informations produits à rentrer nous-mêmes, c'est une perte de temps absolument incroyable, et c'est pour ça qu'on aimerait bien bénéficier de ces données produits assez rapidement. Ce qui fait que le coût justement pour les implémenter, le temps pour les implémenter est extrêmement conséquent. Et donc le rapport entre cette quantité et le coût d'information à rentrer n'est pas bon. Ce que vont permettre les données produits structurées, c'est justement d'optimiser ce rapport entre la quantité et le coût. Ensuite, cette qualité d'information, évidemment, si ces données produits sont structurées en amont, la qualité va être bien accentuée, puisqu'elles ont été, je dirais, structurées avec des fabricants, des industriels, donc elles seront viables. Et du coup, leur valeur va elle aussi augmenter. Parce que la valeur, elle est donnée bien sûr par la qualité de l'information, mais elle est aussi donnée par le flux d'utilisation qu'il y a derrière. Ensuite, côté property, cette fois-ci, ces données produits, ça ne les intéresse pas directement. Elles vont par contre alimenter des logiciels métiers qui sont là pour faire des simulations anticipatoires, que ce soit économiques, acoustiques, thermiques, etc. Et elles vont donner des résultats. Et c'est c'est la résultante justement de ces simulations qui vont intéresser justement ces properties, qui vont aller chercher cette information dans le volume de la pièce et non pas dans l'élément géoréférencé. Et donc là, il y a encore, je vais défendre notre chapelle, mais il y a automatiquement des gens qui doivent gérer cette interopérabilité logicielle. Et Dieu sait que les logiciels actuellement, même s'ils sont très bien, ces logiciels de simulation, ils ne sont pas capables de comprendre entièrement toutes les informations qui sont intégrées à l'intérieur. Ils sont plutôt capables d'analyser les géométries. Donc il y a beaucoup de matière grise derrière pour créer des résultats de valeur dans les maquettes. Ce qui fait que, là aussi, la quantité d'informations, elle nourrit justement ces logiciels, 150 données dans un vitrage pour tirer un calcul thermique d'une pièce, ça si on pouvait éviter de les rentrer, ça nous ferait gagner un temps précieux. Et puis justement, ces données structurées produits vont accentuer la qualité des résultats donnés par ces logiciels. Donc le rapport entre la quantité et le coût va être également optimisé grâce à ces données produits structurées d'entrée de jeu. Enfin, leur valeur, elle, et il faut faire très attention à une chose, que la valeur de la donnée, si elle n'est pas mise à jour dans le temps, là, justement, elle perd de sa valeur. C'est comme quand vous rentrez dans votre voiture, paf, qui est toute neuve, elle perd 30% parce que vous ne l'avez pas entretenue. Bon, donc la mise à jour de l'information au sein de ces modèles est extrêmement importante, et c'est là où la valeur de l'information sera. Sur le dernier versant, bien sûr, côté asset, ces gens qui ont besoin de requêter, je dirais, des parcs d'actifs dans leur intégralité, là, évidemment, ces données produits ne les intéressent pas directement. En revanche, ce que je voulais partager avec vous, c'est la problématique à laquelle ils sont confrontés. À savoir que ils ont une partie de parc existant, on va dire 98%, et une partie de parc qui est en train de se numériser en BIM, à peu près les 2% restants. Il y a deux problématiques majeures. C'est que leur parc se numérise en BIM, mais chaque bâtiment est numérisé un petit peu dans une langue différente, ce qui les empêche après de les requêter de façon massive. Or, c'est ce dont ils ont besoin. Vous avez un bâtiment qui va être bimé en anglais, en espagnol, en allemand, etc. Donc s'ils n'ont pas une structuration, comme vous avez commencé à le faire vous de votre côté, ils se retrouvent avec des maquettes qui parlent des langues différentes. Et enfin, la deuxième problématique, c'est bien entendu qu'ils ont
Donc un parc qui est numérisé, un parc qui ne l'est pas du tout. Donc du coup, ils sont confrontés à une gestion à double vitesse. Donc on voit bien que le long de ce fleuve, toute cette information circule entre ces hommes, ces logiciels, ces échelles bâties, entre ces phases, etc. Et c'est parce que cette information circule qu'elle devient vertueuse. Et je suis persuadé qu'effectivement, avec une préstructuration des données produites d'entrée de jeu, nous allons pouvoir gagner du temps pour nous concentrer sur d'autres typologies d'informations à rentrer, qui sont justement ceux qui ont besoin de flécher de façon assez récurrente ces facilities, ces properties et ces assets. Et c'est là que justement on arrivera à optimiser ce rapport entre le quantité, le coût justement d'implémentation de ces données, et enfin la qualité et la valeur sur le long terme des informations qui ont géoréférence dans les maquettes. Voilà. Très bien. J'aimerais que vous nous disiez deux mots sur ce maître d'ouvrage qui avait répondu à un appel d'offres et qui s'est retrouvé avec 650 000 données à gérer et qui a un peu paniqué et qui vous a appelé. Expliquez-nous. Oui, bon, c'est un hôpital, je ne vais pas le citer parce qu'on va bientôt avoir le résultat, mais effectivement, dès la phase concours, en gros, on était dans une équipe internationale. Donc en tant que BIM manager de cette opération, enfin BIM et data manager, parce que le data management c'est 75% de notre métier. Pour votre information, la géométrie c'est 1/1000 des paramètres qu'on rentre. Bon, bref. Donc c'est un hôpital, 3022 pièces, 215 données par pièce, ça fait 650 000 données. Et ça c'était demandé de les flécher dès la phase concours, ce qui effectivement était une problématique très importante pour les équipes de maîtrise d'œuvre qui n'étaient pas habituées à gérer des bases de données à la fois objets et relationnels de cette ampleur-là, et de les rentrer assez rapidement dans le projet, et de les lier à la maquette numérique. Et ça, c'est effectivement un savoir-faire qu'on a, mais on voit bien que 650 000 données dès la phase concours, ça pose des problématiques assez importantes. Bon, là, la maîtrise d'ouvrage avait une idée assez claire de ce qu'elle voulait flécher en termes d'attributs. Ouais, c'est pour ça que je voulais ce matin intervenir sur ce rapport de force. Voilà. Très bien. Mathieu Ferrua, donc vous dirigez Synthétique, un bureau d'ingénierie spécialisé dans le BIM management. Vous me disiez, quand on préparait ce dossier, que trop de maquettes utilisées pour réaliser les métrés, la structure et la synthèse sont laissées de côté lorsqu'on passe au stade de l'exploitation. C'est dommage car elles contiennent une importante base de données qualifiées qui peuvent être très utiles justement au stade de l'exploitation. Vous pouvez nous en dire plus autour de... Voilà, merci en effet de m'avoir invité et partager un petit peu notre expérience avec vous. Donc en effet, c'est un peu le cas de notre pilote sur l'exploitation. C'était un peu l'idée, c'est qu'on avait une maquette BIM Exe qui a servi à construire le bâtiment, à construire l'ouvrage, et qui a été utilisée en synthèse, en maîtrise, pour différentes raisons. Et quand on arrivait à la phase de livraison, en fait, nous, on a proposé à la fois au maître d'ouvrage, au locataire et à l'exploitant de créer cette maquette BIM exploitation à partir de cette maquette d'exécution. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, ça fait un peu plus de 11 mois que la maquette BIM exploitation est en fonctionnement sur le site. Donc on a pu commencer à tester, à traiter, à mettre les mains dans le cambouis pour savoir qu'est-ce qu'il fallait comme information, quelles étaient les bonnes informations, quelles informations on avait besoin, lesquelles étaient moins intéressantes, mais il faut toujours penser à l'information dans une vision de court terme, de moyen terme et de long terme, puisque on voit très bien et très vite que dans le monde du BIM, on a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intérêts, divergents, convergents parfois, et il faut arriver à tous les mutualiser, à faire en sorte que tous soient bénéficiaires de cette maquette. On prend un exemple, un mainteneur va avoir une information très court-termiste sur ses équipements, sur le maintien de ses équipements, mais un propriétaire de foncier bâti va être très intéressé par les plans de son béton ou les plans de ses façades le jour où il a une réhabilitation ou le jour où il a un nouveau locataire à faire entrer dans son bâtiment. Donc il faut avoir vraiment une vision assez exhaustive de la donnée et de ce qu'on veut en faire, et il faut essayer de l'intégrer le plus tôt possible. Donc ça c'est un peu ce qui s'est dit déjà auparavant. Plus tôt on pourra réfléchir à ce qu'on veut voir dans le modèle, mieux plus on sera opérationnel. Si on prend l'exemple d'Helios, donc nos principaux sujets dans la donnée, dans la data, c'est la qualité de cette donnée.
Aujourd'hui, il y a un enjeu fort dans les transitions entre les différentes phases, une phase de conception à une phase d'exécution, d'une phase d'exécution à une phase d'exploitation. Il faut qu'on s'assure et qu'on pérennise la donnée et qu'on s'assure qu'elle soit exploitable par l'ensemble des acteurs. On parle des niveaux de détail, donc c'est des choses qui reviennent très fréquemment maintenant dans le monde du BIM management. Un des aspects très importants pour l'exploitation, c'est que le fameux LOT 500 ou ND5 dont on parle beaucoup, c'est pas forcément d'enrichir l'information encore plus détaillée, avec encore plus d'informations que ce que ce n'est au début, mais c'est d'avoir l'information validée et vérifiée. On veut être sûr que sur site, le ventiloconvecteur ou l'équipement est bien à cette place-là, que c'est bien l'équipement qui avait été choisi et anticipé par le maître d'ouvrage ou validé pendant les phases de conception et de réalisation. Donc ça, c'est très important de ne pas perdre de vue que cette data, elle doit être validée à un moment par rapport à la réalité, par rapport à ce qui existe. Donc il y a vraiment des enjeux forts dans toutes ces phases, toutes ces transitions, et notamment au niveau du DOE, et au niveau de la livraison du bâtiment. Ça a été un petit peu le parent pauvre, le DOE, jusqu'à présent, puisque pas grand monde n'allait les voir ou ne s'y intéressait. Aujourd'hui, clairement, ça va être la base de réception des ouvrages, ça va être la base de données de départ pour implémenter des GMAO, pour implémenter des GTB dès le départ. On va gagner du temps dans la transition, on va vers le soft landing. Les équipes d'exploitation, les locataires, les exploitants vont pouvoir récupérer toute cette information pour l'exploiter. Et c'est intéressant de travailler donc, sur ces phases-là. Donc c'était voilà, un petit point sur l'aspect données. L'aspect géométrique est aussi intéressant. En effet, la géométrie est une part de la donnée, c'est pas la plus importante. Il faut savoir la gérer, la traiter, ne pas surinformer une maquette en géométrie alors qu'on ne va pas aller chercher la moindre vis dans le bâtiment, ça n'a pas d'intérêt. Avoir l'information, être en mesure de la représenter, c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est des aspects qu'il ne faut pas négliger dans la data et dans la façon dont on la structure. Aujourd'hui, nous, basiquement, si on prend l'exemple de Helios, on a une base de données maquette qui existe, qu'on a couplée avec une base de données très classique, qui est une base de données textuelle, dans laquelle on peut liaisonner toute une série de documents. Donc ce type de base de données permet à toute une série d'acteurs qui ne sont pas forcément des opérateurs BIM aguerris et très pointus de participer à la maquette, de venir la renseigner. Donc ça, c'est ce qu'on voit et on voit que ça se développe. On a une série d'acteurs du projet, du chantier, de la conception et de l'exploitation qui vont pouvoir implémenter et mettre à jour le modèle. Donc là, aujourd'hui, nos développements, ils sont sur les GMAO et les GTB. Typiquement, un enjeu fort de la maquette, c'est en effet son maintien à jour et la vie de cette maquette. Et c'est aussi l'enjeu de rajouter une couche de données supplémentaire qui va pouvoir être amenée par une GMAO, par une GTB, par des acteurs de la gestion du patrimoine. Et donc ça, c'est des données aussi très importantes. Quand vous avez des données dynamiques de la GMAO qui sont en mesure de venir renseigner une maquette, vous allez pouvoir monitorer votre bâtiment de manière beaucoup plus performante et de manière beaucoup plus précise et avoir un outil de supervision qui va être excessivement qualitatif pour un mainteneur, mais pour un gestionnaire de patrimoine également. Donc voilà, c'est ce type de données qu'il faut essayer d'agréger sur le modèle BIM pour en faire un modèle le plus complet possible. Si on fait une petite digression sur les données, il y a une vraie complexité à structurer les données, il y a une vraie complexité à savoir ce qu'on veut, à définir les données qu'on veut rentrer, et c'est vrai qu'il faut être très vite conscient de ce qu'on veut faire avec le modèle, de ce qu'on veut en faire, et de quelles données on va vouloir extraire, et ça très tôt. Je prends l'exemple des surfaces. Si aujourd'hui vous voulez rentrer un paramètre surface dans une maquette, vous avez peut-être 4, 5, 6, 10 paramètres différents disponibles. Une shop, une surface utile, une surface locative. Voilà, c'est quelques exemples de ce type-là. Il faut être capable de déterminer ce qu'on veut, quelle est l'information qu'on veut, comment on la calcule, pour être sûr qu'on a la bonne information. Donc tous ces sujets-là doivent se prendre très tôt en amont, ou doivent faire l'objet de consensus assez vite, pour qu'on n'ait pas de perte d'informations et qu'on ne soit pas perdu dans le flot de données, le flot de data qu'on peut avoir. Il y a quelques aspects aussi assez intéressants à exprimer sur toute la phase d'exploitation. Il faut aussi structurer la donnée en termes de système. Pour un mainteneur, ce qui va l'intéresser, c'est le système CVC, c'est les tenants, les aboutissants d'un réseau, les organes de coupure qu'il y a sur son parcours. Et c'est tout ça qu'il faut savoir intégrer et implémenter très vite dans le modèle, très tôt, et de s'assurer que ce système-là et ces systèmes-là sont toujours pertinents, cohérents, et sont bien ceux qui sont fonctionnels sur site. Donc il y a des aspects aussi à ne pas négliger.
si on fait juste une petite digression sur l'avenir de ces modèles, on est en effet d'accord pour dire que le BIM va être très central, je pense, dans l'avenir de l'exploitation du bâtiment. Et comme je disais, il y a beaucoup de data et de données qui vont y être associées, et notamment tout ce qui va être objet connecté aussi, qui va venir encore rajouter une couche d'information. Voilà. Si on n'a pas ce socle-là qui est fonctionnel et qui est efficace et maîtrisé, ça va limiter un certain nombre d'interactions. Je vais juste finir sur quelques bénéfices du BIM pour l'exploitant, en l'occurrence, parce que c'est des questions qu'on nous pose assez souvent. Clairement, on a donc j'en ai parlé, un gain dans la réception de l'ouvrage, dans la limitation des GPA ou des problèmes de garantie. Alors, on a une facilité d'accès à la donnée qui est quand même pas négligeable pour l'exploitant. Il comprend très vite et beaucoup mieux son bâtiment. Il n'a pas besoin d'aller vérifier sur tous ses plans et ses données diverses et variées. Il peut se requêter la maquette très facilement. Il y a des nouveaux services qui se mettent en place, qui sont le BIM Manager d'exploitation, qui vont être des personnes, des services garants du maintien à jour et de l'intégrité de la maquette pendant sa durée de vie et pendant toute sa phase d'exploitation. Et les premiers retours qu'on a en termes de gains opérationnels, par exemple, c'est voilà, sur une maintenance classique curative où on va changer un équipement. Sans la maquette, on a sur une opération standard 19 minutes et avec, on passe à 11. Donc clairement, il y a des gains voilà, qui sont assez faciles à chiffrer, et d'autres qui le sont moins en termes de qualité d'intervention, de gêne qui peut être sur l'intervention. Voilà, tous ces gains-là sont amenés à se développer, et on va très certainement développer beaucoup de services et d'innovations à partir de ces maquettes d'exploitation. Très bien, merci M. Ferrua. S'il y a une question ou deux. Bonjour, AlphaSec, NJ Coffee. Monsieur Ferrua, vous parliez donc d'une amélioration de temps de 19 à 11 minutes. Est-ce que déjà vous pourriez dire d'où vient ce chiffre? Et également, concrètement, comment se passe ce gain de temps? Alors, ces chiffres ils viennent d'essais qu'on a réalisé sur une opération, c'est-à-dire que c'est un test, clairement, chronométré, avec un podomètre et des équipements de ce type-là. C'est sur une intervention test curative sur un appareil de ventilocorrecteur ou un relamping. On a juste steppé les différentes étapes et les différentes phases de prise en compte de la phase de maintenance, de prise en compte de l'intervention, de ce qu'il fallait comme outil pour faire l'intervention, de préparation de l'intervention. Donc c'est toutes ces étapes-là qu'on a identifiées, chronométrées, et qui ont permis d'avoir ce retour chiffré. Voilà. Pas d'autres questions? Ah. Merci de vous présenter. Pierre May, économiste, président de Minaconso. Je voulais poser une question à Philippe. Tu dis, vous avez pris l'utilisation du BIM dans le cadre de conception-réalisation. Donc, est-ce que c'est un apprentissage pour dire au début, je fais en essayant de limiter un certain nombre d'acteurs, parce que je suis sur une nouvelle façon de voir mes projets. Tu dis aussi que tu l'imposes, tu veux mettre en place au niveau de projets supérieurs à 20 logements. Est-ce que dans la démarche de Habitat 76, vous réfléchissez aussi à avoir une autre typologie de marché au niveau des acteurs, et aussi je ne sais pas si tu fais des opérations qui sont inférieures à 20 logements. Voilà, merci. Bien sûr, on fait des opérations qui sont inférieures à 20 logements dans le cadre d'un accord cadre qu'on a passé avec un industriel, donc en conception-réalisation. Donc le problème est arrivé. Donc clairement, on a des difficultés pour l'instant à passer des marchés de façon classique, loi MOP, encore d'état séparé. Voilà. Ça, je me suis déjà expliqué là-dessus. Je dirais qu'il y a alors, quand on rajoute là-dessus le BIM, ça devient encore plus compliqué. Hein, voilà. Mais sans doute qu'un jour, on trouvera le moyen. Moi, je pense que si on veut faire, c'est possible. Hein. Il faut confier à l'architecte une mission exé. Je vois mal comment on peut faire autrement. Et puis il faut un gros travail préparatoire, hein, de façon à ce que les artisans rendent des données Excel, hein, et pas autre chose. Sinon, je ne vois pas comment on pourra faire.
Je crois qu'il y a une autre question. Merci, bonjour. Sébastien Schaeffer, DGLA Architecte et BIM Manager. Voilà, moi, j'ai une question pour Monsieur Cottard. Qui paye en fait l'implémentation de données dans les maquettes? Nous, architectes, on est prêts à mettre des informations Oui. que l'on ressort, qu'on va interroger sur notre plan. Je ne suis pas sûr que ça soit notre mission de rentrer... Alors, effectivement, tout ce fait vous avez d'information. c'était effectivement un problème on s'est rendu compte effectivement qu'on pouvait difficilement demander à un architecte, je dirais, de faire une maquette prête à servir à la gestion. C'est clairement hors MOP. C'est pour ça qu'Habitat 76 lance des marchés hybrides, marchés de conception, réalisation de X logements et fourniture de données numériques propres à la gestion. Dans le cadre de l'élaboration du DOE, mais je dirais ça c'est le point final, mais dès le départ, dans notre cahier des charges, on impose, comme je disais tout à l'heure, que les IFC soient ordonnés selon une certaine arborescence compatible avec le modèle de gestion Avila. Les codes de travail qui consistent à rentrer les codes bibliothèque Avila dans les IFC, c'est effectivement pas de la conception. Donc tout ça fait l'objet effectivement d'une ligne de rémunération à part. J'ai également une autre question, c'est que nous, architectes, on intervient des fois après en réhabilitation. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de réhabilitation sur des bâtiments abîmés. La question, c'est quid de la mise à jour en fait, des maquettes de la villa, par exemple, parce que vous remettez à jour un IFC et comment vous traitez justement les changements, on va dire, de géométrie qui sont si peu importants pour vous, mais qui sont importants pour nos architectes, type casser des cloisons, des choses comme ça. Quoi. Je ne vais pas compris la question. Si par exemple, en fait, vous allez changer des données dans votre DOE via votre logiciel de gestion, comment ces données sont reportées dans un IFC, par exemple, et comment vous traitez les changements de données, on va dire, plus les physiques. données sont traitées dans le logiciel de gestion, c'est-à-dire dans Avila. C'est-à-dire que Avila est capable d'exporter donc des fichiers IFC donc, qui permettent d'être utilisés dans Revit, par exemple, ou même Archicad. Et une fois le travail réalisé, la maquette peut être réimportée avec les modifications correspondant aux travaux. La question après qu'on peut se poser, c'est effectivement, à un moment donné, il faut réintégrer toutes ces données dans j'appelle la grosse maquette du DOE, de façon à avoir un DOE toujours à jour. Donc ça, c'est effectivement des choses auxquelles on réfléchit. Bonjour, Daphné Asté, société Target, donc industrielle, fabricant de revêtements de sol. Une question à Philippe Cottard par rapport à son expérience et par rapport à ce que les deux autres intervenants ont pu dire sur la nécessité d'avoir des informations détaillées, des données détaillées en amont du projet. Quid en fait du détail de ces données qui sont souvent relatives à un produit spécifique d'un industriel par rapport à une performance et un appel d'offres qui doit rester quand même générique. Donc en termes de réponse à l'appel d'offres, est-ce que ça veut dire que la maquette pourrait être modifiée après? Enfin voilà, c'est un peu, comment dire, ça va pas forcément dans le même sens entre description générique, mais données précises qui permettent de faire les simulations et derrière appel d'offres public. Alors, comme je disais, nous, on est surtout en conceptualisation. Donc, si on se place en mode classique, effectivement, la maquette qui est donc dans le DCE, qui est remise aux entreprises pour qu'elles puissent formuler leurs réponses, doivent contenir des IFC avec des attributs qui correspondent au minimum, donc au minimum réglementaire. Je m'explique. Si on prend une porte, on va demander une porte avec tel degré de feu, tel affaiblissement acoustique et telle performance thermique, sans bien sûr citer la marque. Donc voilà. Après, ce qui permet donc, à la limite à l'entreprise qui sait lire donc une maquette de s'affranchir du CCTP quasiment. Donc sans citer de marque, on peut très bien fournir une maquette avec des IFC chargés d'attributs pertinents. D'ailleurs, il faut que les
bureaux d'études profitent de ça pour rajouter une couche d'expérience sur leur propre bibliothèque, etc., ce qui va encore augmenter la valeur de ces données produits structurés si elles se nourrissent également de l'expérience des bureaux d'études.